solo giardini, qui sono anche degli edifici. Ma lei è architetto o è fotografo? Lui dice, non c'è nessuna differenza, faccio entrambe le cose. Ora noi abbiamo, tra l'altro mi diceva che una volta è riuscito ad avere un incarico di giardino facendo le fotografie di una villa che aveva fotografato, perché le fotografava talmente bene dall'interno verso l'esterno che il proprietario ha detto, beh, allora fai il giardino. Allora, questa piccola aneddoto è per dire quanto sia importante lo sguardo nel nostro lavoro. E devo dire che noi abbiamo in Italia una certa presenza di una generazione proprio di fotografi che nascono dall'architettura, ma non hanno questo tipo di approccio. Noi abbiamo avuto Basilico, che è architetto, abbiamo avuto Guido Guidi che è architetto, forse anche Chiaramonte era architetto, ma molti avevano a che fare con l'architettura, al punto che le riviste di architettura spesso davano incarichi a questi giovani fotografi negli anni '80, quando la fotografia si è interessata al territorio. E su questa scia che in qualche modo il lavoro grande si pone, anche se proviene da tutt'altro campo, altro tipo di cultura, no? Quello del paesaggio. Mentre gli architetti si sono interessati al paesaggio soprattutto a partire dagli anni '80 con il Viaggio in Italia, che era stato organizzato da Luigi Chirri assieme a Gianni Cerati nell'81. In realtà parte il progetto dell'81 e il lavoro e la pubblicazione viene fatta nell'84. Adesso chi in Ura Padana conosce questa esperienza, gli scritti di Gianni Cerati verso la foce, l'idea di andare al territorio a guardare, osservare, è una cosa che poi è stata utilizzata molto dai fotografi. Mi ricordo il numero di Casabella, me ne parlava molto Basilico, che è stato fondamentale per tradurre la fotografia nell'ambito dell'architettura. E se guardiamo bene i lavori di Secchi, che osserva il territorio e lo analizza sull'aspetto visivo, sono lavori fondamentali per chi lavora nel campo oggi, no, dell'architettura del paesaggio. Il lavoro in Annecy inizia praticamente con parte della fotografia, del suo interesse verso la fotografia. I primi viaggi che fa sono in Iran, per esempio, Pakistan, Iran, Afghanistan, non Pakistan, ma Afghanistan, assieme a Medici Senza Frontiere, un percorso, diciamo così, di onlus, eccetera, in cui va a visitare questi posti, fa delle fotografie, gli interessa, riprende lo stesso tipo di lavoro a 18 anni, adolescente, con la macchina fotografica a Venezia, facendo le foto dall'alto, grazie a San Marco, e poi inizia a vincere i premi anche a Parigi. Lui è di Marsiglia, ma si trasferisce a Parigi, studia architettura e alla fine prosegue, diciamo così, questo interesse per architettura e fotografia, al punto di fare delle mostre, di vincere anche dei premi, e poi viene invitato a fare dei corsi di fotografia. Allora, in cosa consiste questo lavoro? A differenza di quelli di cui ho parlato prima, Mimo Iodice, Chiaramonte, Basilico, pur proveniente dall'architettura, loro lasciano l'architettura, non si occupano più del tutto, vengono utilizzati gli strumenti della rappresentazione architettonica, per esempio i tradizionali della prospettiva, della sonometria, della teoria delle ombre, vengono utilizzati per fare fotografia.
persone modificano lo spazio urbano. E questo serve a cosa? Serve a progettare, a modificare, a aggiornare, un po' come fa un antropologo che comprende com'è lo spazio prodotto dall'uomo e cerca di inserirsi per poterlo trasformare. Quindi usa la fotografia come uno strumento di progettazione e soprattutto analizza questa stratificazione del tempo. Ritorna nello stesso luogo e rifotografa lo stesso luogo con una certa frequenza in modo da capire cosa sta succedendo. Ma lo fa anche nell'arco di pochi giorni, anche nello stesso giorno. E questo è una delle sue caratteristiche che l'hanno portato poi a insegnare la fotografia attraverso dei workshop, ne ha fatti diversi anche e soprattutto a Alghero, no? È stato parecchio tempo a Alghero, vince il concorso a Ginevra, lavora, quindi vince i concorsi e si trasferisce a Ginevra dove fa dei progetti, ha uno studio quindi a Ginevra e uno a Parigi, e viene invitato poi anche a Losanna e anche a Ginevra a insegnare, poi ha insegnato anche in diverse parti d'Italia e viene chiamato con una certa frequenza proprio per questa sua particolarità. Penso di aver detto più o meno tutto, poi il resto aggiungerà lui. Questo che vedete è il progetto di Chandigarh su cui lui sta lavorando, basato anche in questo caso su un lavoro di analisi dell'urbanistica. Direi che segna anche il nostro master. Certamente, sì, lui è qui, ma lunedì apriamo il master e lui è invitato per il primo workshop del nostro master di architettura del paesaggio. Merci Antonio. Alors, j'ai bien conscience que les étudiants ont beaucoup de travail ce soir, donc je vais vous faire une brève présentation. Et à propos de ton intervention, donc vous avez compris que pour moi l'enseignement, c'est vraiment l'interface entre la photographie et l'architecture. C'est deux paysages parallèles que je pratique, qui sont vraiment très très intéressants et qui permettent d'avoir une analyse critique et analytique du territoire, parce que je n'aime pas vraiment le terme de photographe d'architecture qui se focalise sur l'objet un petit peu iconique, et ce qui m'intéresse c'est véritablement cet objet dans son contexte et comment l'intervention de l'homme va produire un nouveau sens au lieu. Donc ce soir c'est une présentation qui parle de territoire d'émergence un petit peu dans le paysage. À l'origine je pensais vous présenter un travail photographique que je vais vous montrer en partie ici sur Montépony, le travail réalisé sur la lecture de cette architecture industrielle dans le territoire, mais avec l'insistance de Giorgio, on va reparler un petit peu plus de Chandigarh. Chandigarh, c'est une ville sur laquelle je travaille depuis 20 ans, qui vient de faire l'objet d'une exposition pour les rencontres d'art en France, et qui est un véritable laboratoire, puisque dès que je termine un reportage, 5 ans après, c'est déjà une autre ville. Donc à l'époque où on parle beaucoup aujourd'hui de résilience urbaine, c'est vraiment intéressant de mettre en place cette idée d'observatoire récurrent pour travailler sur les usages et les définitions. Voilà. La troisième émergence, ce sera un petit jardin que j'ai construit, que je vous montrerai rapidement. Je ne sais pas si tu veux. Avete bisogno di traduzione? Non sempre. Alors, Chandigarh, c'est rapidement, vous avez eu un petit aperçu hier, c'est une ville qui a été créée en 1950 à la demande du Premier ministre indien, Nehru, qui avait un double objectif. C'était à la fois une expression d'une modernité, d'une conception nouvelle du territoire, mais aussi l'occasion pour les architectes, Le Corbusier et son équipe, parce qu'on parle toujours de Le Corbusier qui a mis en place la théorie d'urbanisme à Chandigarh, mais c'est vraiment
toujours cette interaction entre le brut de l'image de la ville de Chandigarh et un projet à la fois en transformation dans une ville qui est Arles, qui est aussi patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, revenons rapidement à Chandigarh, une chose essentielle dans le côté organique de cette ville dès le début. Je vous montre une première esquisse, elle est intéressante parce que sur cette esquisse, il n'y a aucun logement de dessiné. Et vous avez simplement une matrice. La matrice est vraiment très très importante à Chandigarh qui permet d'accueillir ce qui était un ruisseau, une rivière naturelle dans le paysage et accompagner aussi le paysage à traverser cette ville. Et à côté de ça, dans un maillage de circulation qui a permis de définir les secteurs tels que je vous les ai montrés hier, c'est-à-dire une fois après habité et construit, la répartition de ces logements. Alors, c'est intéressant pour Le Corbusier parce que à l'époque où il construisait à Marseille cette unité d'habitation verticale qui condensait les activités sociales, publiques et d'habitation, Chandigarh, c'est un peu une unité d'habitation horizontale, parce que c'est une ville qui a été faite avec très très peu de moyens, de R+2, 2 étages, et qui a demandé des moyens très très éconômes aussi pour la fabrication et la construction. Molto sinteticamente, il progetto di Chandigarh che veramente è qui sostanzialmente riconosciuto a Corbusier, in realtà è un progetto collettivo, un'equipe numerosa, quindi il prossimo giornale si trasferisce sul posto e sta diversi anni. L'altra questione importante è che Le Corbusier disegna una struttura, fissa alcune questioni, ma lascia grande libertà poi di costruzione nei settori che individua. Per cui questa città ancora oggi continua, no, a evolversi sulla base però dello schema ideativo che è quello che abbiamo visto precedentemente, in cui ci sono una griglia e dei sistemi ambientali che permettono le città. Chandigarh nasce come ideazione un po' dopo la limitazione di Le Corbusier, che è appunto un sistema verticale nel quale in un unico edificio si concentrano funzioni architetture urbane. Qui a Chandigarh invece possiamo riconoscere lo stesso principio di organizzazione, no? Collettiva, però in termini orizzontali. Quindi sono due sperimentazioni che se lette, no, da questo punto di vista insieme per vedere le due possibilità di elaborazione dell'idea della città e della casa collettiva. Alors, je vous parlais de la configuration organique de la ville. Sur la partie supérieure, Corbusier a installé toute l'administration, c'est-à-dire le complexe du Capitole, qu'il a principalement dessiné. Nous allons voir quelques images ensuite. Sur la partie centrale, vous voyez ce qu'il a appelé la coulée verte ici, la Leisure Valley, comme on l'appelle à Chandigarh, qui permet de réunir les musées, les jardins, les activités publiques, et une densité au centre avec le secteur commercial. Alors, c'est une image que j'ai trouvée sur Internet, mais j'aime beaucoup cette image parce que on vous montre une ville qui n'a pas l'air d'exister, puisqu'on voit aucun bâtiment sur les images, avec ce graphiste qui ressemble un peu à une horloge, mais qui donne juste l'information essentielle sur le secteur dans lequel donc, au niveau du repérage urbain, c'est vraiment très très facile. Bon, c'est une image particulière, c'est beaucoup plus dense aujourd'hui, mais surtout à l'origine, ça a été critiqué du fait de cette distinction des différentes circulations, et la ville était vide au début, alors qu'aujourd'hui les Indiens sont vraiment très contents de pouvoir utiliser cet espace. Alors, une des images iconiques, je vous parlais du palais de l'Assemblée sur le Capitole de Le Corbusier, vous le voyez, le portique du palais de l'Assemblée, et vous voyez l'élément
symbole de la ville. Alors, le Capitole, c'est un complexe où se situe le palais d'Assemblée et en face le palais de justice. Il n'est pas achevé, là c'est intéressant parce que cette ville est toujours work in progress, mais il y a des choses qui n'ont pas été réalisées, comme le palais du gouverneur, parce que maintenant l'administration accueille les institutions de 2 États, non seulement le Pendjab, mais aussi l'Haryana. Donc il faudrait construire 2 palais du gouverneur, et c'est un peu difficile. Alors cette espèce d'espace surdimensionné est quand même très intéressant, et en vis-à-vis, en face, vous avez, alors ça ce sont des images qui ont 25 ans, hein. Ces voitures ambassadeurs n'existent plus aujourd'hui. Voilà. Et nous sommes à l'entrée du palais de justice, et seules les voitures des juges avaient le droit d'aller se loger dans le portique principal. Je vous parlais, alors, les images ne sont pas toujours très bien définies parce que c'est des images de prise de vue de l'exposition, ce ne sont pas les images originales, mais ce qui est intéressant, c'est assez rapidement de voir l'adaptation dans tous les domaines de tous les bâtiments. Ce petit élément symbolique qui était la fosse de la considération à la main ouverte, qui est un lieu de débat public, de discours, et finalement, il a été récupéré très rapidement par les enfants qui viennent jouer au cricket. Donc c'est devenu un terrain de cricket où tous les fonctionnaires de l'Assemblée se retrouvent avec un usage assez atypique. Alors, quand j'ai visité la place du Capitole, je vous parlais de ces zones non définies, il y a une présence des militaires, il y a une gestion du paysage par Le Corbusier avec cette colline artificielle pour contenir la vue à l'intérieur du paysage. Et il y a un autre bâtiment iconique qui a sur la droite, là, qui s'appelle la Tour des Ombres, qui est un bâtiment assez connu de Le Corbusier, qui a permis on y reviendra plus tard, de définir le principe de ces brises-soleil qui composent un petit peu toutes les façades qui paraissent assez brutalistes à première vue, mais qui donnent une qualité de lumière intérieure incroyable. Alors vous voyez que dans le registre, Le Corbusier s'est beaucoup intéressé à l'Indre, au vernaculaire, il a fait beaucoup de croquis, il a beaucoup voyagé. Par exemple, la salle principale du palais de l'Assemblée, elle est issue de vues d'avion qu'il avait vues à l'époque de construction d'aéro-réfrigérateurs dans le territoire. Voilà. Alors, je vous parlais quelquefois de ces espaces un peu vides avec ces jardiniers qui travaillent un petit peu au centre de l'espace. Et aussi des chantiers, c'est très intéressant parce que quand j'y suis allé, même la première fois, 25 ans après, la ville était toujours en construction. Alors, j'aime beaucoup une formule qu'avait Pierre Jeanneret qui disait « Chandégar est une ville faite à la main ». C'est-à-dire qu'il y avait très très peu de mécanisation, de modernité. Et sur cette image, vous voyez par exemple des jeunes femmes d'une vingtaine d'années qui sont des paysannes qui venaient travailler pour porter le béton sur la tête. Voilà. Chandégar s'est construit comme ça. Si vous tapez sur internet aujourd'hui un Hyatt Hotel à Chandégar, c'est très beau, très claquant, mais la réalité, ce sont vraiment toute cette population locale qui s'est impliquée dans la réalisation du chantier. Alors il y a beaucoup d'endroits, là aussi un petit extrait des photographies de ces espaces publics ou des portiques dans la ville qui ont fait l'objet d'appropriation ponctuelle et qui ne seraient pas possibles ici. Par exemple, vous avez toute une rue qui devient la rue des écrivains, des avocats publics qui sont là pour aider la population qui est illettrée, qui ne sait pas comment se protéger. Donc, je n'ai pas la vue générale ici, mais c'est assez intéressant de voir comment ces espaces de portique sont complètement récupérés pour ce type d'usage. Je vous parlais il y a quelques secondes de cette fameuse colline artificielle pour la gestion du paysage. Vous voyez en fond le palais de l'Assemblée. Et ce bâtiment sur la droite, qui est vraiment un des bâtiments emblématiques de Le Corbusier, qui est cette fameuse tour des ombres. Et là, je suis à l'intérieur du bâtiment, et ce bâtiment-là, c'est un bâtiment démonstratif qui a permis de montrer le principe libre-soleil qui filtrait les lumières
images dans une partie de la scénographie de l'exposition, ou même, vous voyez que l'exposition, elle est encore work in progress dans le chantier, avec des solutions rapides, de petits portiques bois pour supporter. Il y a vraiment ce dialogue permanent qui est fait avec le bâtiment. Une autre photo voilà, très importante, vous voyez maintenant sur la façade directement l'effet de ces brise soleil. Alors, d'autres bâtiments publics importants, ici il s'agit d'un théâtre qui s'appelle le Batra Théâtre, qui fait l'objet actuellement d'un comité de défense, d'une association, parce que bien sûr avec le temps, la famille qui avait financé ce projet, le projet dans l'utilisation intérieure est un peu obsolète. Donc il y a des gens qui s'intéressent à commencer à racheter les bâtiments à l'intérieur de Chandigarh et pour construire autre chose. Et ça pose la question du maintien justement de la modernité de ce secteur historique, savoir quelle est la limite, qu'est-ce qui est identifié par rapport à l'œuvre de Corbusier et dans le patrimoine construit avec les architectes indiens. Alors vous voyez qu'il y a beaucoup de rampes sur les bâtiments, parce que quand on connaît la théorie de la promenade architecturale de Corbusier qui met beaucoup des cheminements piétons, mais plus basiquement ici à Chandigarh, pour les chantiers, c'était très pratique parce que c'est surtout les ânes qui permettaient de monter les matériaux dans les bâtiments. Et vous en avez le secrétariat, c'est pareil. Ce dispositif-là, c'est un dispositif très très utile aussi pour le chantier. C'est pareil pour la vue latérale de ce théâtre. Vous avez les sorties du public ici. Bon, après, au niveau du fonctionnement, c'est toujours un peu délicat en Inde. Mais voilà, qui sont faites de la même manière. Alors il y a beaucoup de personnes qui posent la question de l'entretien du matériau, et finalement le béton avec sa mise en œuvre, il y a très très peu de carbonatation sur le béton, il est plutôt en bon état. Alors il est en mauvais état après la période de la mousson, mais les Indiens l'entretiennent très très facilement avec des brosses métalliques, avec des choses assez basiques. Pierre Jeanneret, c'est un travail très important avec Le Corbusier sur les maisons les plus modestes, les maisons des peons, comme on les appelle là-bas, qui sont le personnel de service, qui sont les gens les plus modestes, qui vivent souvent avec des familles nombreuses et que l'on retrouve dans un secteur complètement piétonnier, complètement végétalisé, complètement paysagé, et toutes ces petites maisons qui font en général 38 à 40 mètres carrés accueillent une famille de 6 à 8 personnes. Elles ont toutes une cour en partie extérieure et un patio intérieur, parce qu'en Inde, avec le climat, la mousson, effectivement, la relation intérieur-extérieur fait partie du paysage habitable et propose différentes formes d'usage. Alors vous voyez par exemple dans le même secteur ici, deux maisons, deux voisins ici, qui se retrouvent le soir pour dormir à l'extérieur, l'un côté de l'autre, là, qui continuent. Donc ça c'est une image typique de l'Inde, du vécu de lieu, du prolongement vraiment de l'utilisation de l'espace. Voilà, alors c'est un bref, j'ai pas toutes les images bien sûr de l'exposition ni du travail fait depuis 15 ans sur Chandigarh, mais je voulais quand même vous le montrer parce qu'aujourd'hui, à l'époque où on parle beaucoup de résilience urbaine, c'est un exemple très très intéressant parce que en permanence, vous avez des adaptations dans ces espaces publics qui sont surdimensionnés et des villes éphémères qui se créent un petit peu dans la ville. Alors, vous me direz, c'est assez traditionnel en Inde en général, mais là, on va dire que c'est organisé, parce qu'à chaque fois, ça rentre exactement dans le principe de la matrice. Alors, c'est plus difficile à faire
montrer l'année prochaine. Alors, une deuxième petite séquence sur être en Inde, c'est être dans l'état du Punjab, au pied de l'Himalaya, mais tout autour, il y a des choses extraordinaires, comme le Rajasthan, et moi je voulais absolument voir les jardins moghols, ici près du fort d'Amber, près de Jaipur, qui sont des espaces de représentation dans un lac artificiel. Mais vous voyez que dans la cosmogonie indienne, dans la géométrie, il y a toujours cette radicalité, ce côté systémique et très très bien construit du paysage. Donc ça, c'est un pur jardin d'ornementation qui, à l'origine, servait uniquement pour les femmes du Maharaja qui avaient un accès secret pour aller dans le jardin sans pouvoir jamais rencontrer aucune autre personne. Mais c'est un paysage qui est visible depuis un fort sur une partie supérieure qui est absolument extraordinaire. Mais à côté de ça, je vous parlais de paysages émergents. Un petit peu plus loin, vous avez des ouvrages techniques simplement, mais qui sont dessinés comme des jardins. Ici, c'est un puits, un puits, mais à chaque fois extrêmement bien délimité dans le paysage, en surface, par un petit muret. Et vous savez, il est presque dessiné comme un édifice, comme un temple, alors qu'il est vraiment aussi très rationnel dans sa fonction et dans sa composition. Donc les puits et les jardins mongols, qui sont beaucoup plus vieux, puisqu'ils sont du XVIIe siècle, au Rajasthan, sont vraiment intéressants. Tout ça pour arriver à un projet personnel. À cette époque-là, j'étais invité à travailler sur la rénovation d'une villa en tant qu'architecte et la conception de nouveaux jardins, et sans vouloir dupliquer un modèle qui n'avait pas sa place ici en Occident. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être intéressant d'utiliser le parcours de l'eau pour dessiner la périphérie du jardin, dessiner la logique de ce jardin. Ce qui a donné naissance à ce projet qui n'était pas demandé dans le programme architectural à Genève, qui est un jardin patio, qui est en fait une pièce qui a été créée pour trouver une articulation entre un auditorium en construction sous un bâtiment et une ancienne villa à rénover. Donc vous voyez que ce n'est pas du tout le même langage architectural, mais je vous parlais tout à l'heure de l'influence du voyage de la photographie, de cet aller-retour permanent entre architecture et photographie, et c'était l'idée de créer une pièce contemporaine avec des éléments très, très épurés, comme la présence du matériau, de l'eau, le bruit de l'eau et le béton. Alors je vous montre juste deux images, je ne vais pas vous montrer, ce n'est pas un exposé sur ce projet, mais je vais vous montrer deux photographies qui donnent une représentation de scénographie intérieure un peu particulière, où la lumière vient du sol, où l'eau circule en périphérie un petit peu de ce jardin. Et là aussi, le projet n'était pas, on nous demandait une réhabilitation d'un ancien jardin, et on a créé un peu plus en faisant du jardin la véritable pièce d'entrée, le patio de cette fondation privée pour l'accès à un auditorium. Voilà. C'est une fondation de recherche scientifique. Donc là aussi, un peu comme le puits du Rajasthan, en surface, il émerge d'à peine 1,50 m, et depuis la rue, vous découvrez vraiment cette profondeur. Mais la vision la plus intéressante, c'est la vision qu'on peut avoir réalisée une fois un peu plus haute, voilà, qui permet d'expliquer un petit peu cette relation avec la rue et sur cette pièce intermédiaire. Alors bien sûr, c'est un travail qui a été fait en association avec les paysagistes de l'agence Terre à l'époque, qui était une agence parisienne émergente un peu dans le paysage, parce qu'on voulait, on ne savait pas trop comment faire pour avoir cette matrice paysage à l'intérieur même du patio, avec cette floraison spectaculaire ici de Prunus argentii, de jardin japonais. Voilà. Tu veux dire Voilà, donc c'est quelques images en interférence avec
similitudes dans le paysage. Sauf que chez les Béchers, on essaye de décontextualiser complètement pour le paysage, pour s'attacher uniquement à la sculpture. Alors oui, j'ai montré récemment, je voulais vous faire connaître cette revue qui n'existe plus, qui était une revue des années 60 que j'ai trouvée au marché aux puces, et qui s'appelle Caméra, mais qui restait dans la tradition de photographie du paysage et du territoire, et toujours des publications assez essentielles sur tous les équipements qui viennent recouvrir la terre en surface, les réseaux urbains, les réseaux techniques, les piscines. Et pour reprendre ce que disait Antonio tout à l'heure, c'est clair que l'architecture, enfin le construit, ça a été un des premiers sujets de la photographie, assez rapidement, avec souvent les ouvrages un petit peu religieux. À l'époque, on a commencé à documenter, si je pense par exemple à la Sardaigne, au travail d'Édouard de Lesser, qui a traversé le territoire en 1850, il suivait la file des édifices religieux, des clésas, des places, que l'on a d'ailleurs, à partir desquels on a travaillé avec l'école d'Alghero, puisqu'on a retrouvé les points de vue, notamment à Cagliari, du photographe, pour voir finalement, analyser un petit peu le paysage contemporain et voir que la ville s'était surélevée, la ville s'était densifiée, les places avaient disparu au détriment de certains parkings colonisant tout l'espace. Voilà. Donc, vous voyez la systématique avec laquelle les Béchers ont travaillé un petit peu sur ces paysages. Alors, on pourrait faire un portrait de l'Europe comme ça, notamment l'Europe du Nord, parce que malheureusement, il y a beaucoup de paysages qui sont devenus obsolètes aujourd'hui avec les nouveaux modes de production. Mais j'ai décidé, bien sûr, de me détacher de ces objets. Et ce que j'ai trouvé fondamental ici, c'est bien sûr la richesse de la photographie, la richesse de la matière du territoire. Donc, assez rapidement, l'intention photographique a été de s'attacher véritablement au contexte, absolument. Donc, j'ai sélectionné quelques images que je vais passer. Je ne vais pas trop commenter ces paysages que vous connaissez bien, mais disons que le photographe doit toujours se déplacer dans le territoire pour trouver le point de vue. Et le paysage, c'est un des sujets les plus difficiles en photographie parce qu'on perd assez rapidement de la profondeur. On a tous des souvenirs de voyage en remontrant des photos, en nous disant oui, mais en réalité, ça n'était pas comme ça. Alors, c'est pour ça que vous voyez souvent l'idée, c'est d'avoir des premiers plans, d'être vraiment dans la matière du paysage et de réduire souvent la présence du ciel. Alors, ces photographies ont plutôt été faites en fin de journée. En général, je n'aime pas travailler directement en lumière directe, mais c'est plutôt en lumière, ce que j'appelle en lumière blanche, en lumière assez neutre. Donc, avec aussi la richesse de l'usage. Je ne sais pas si ici c'était volontaire ou pas, d'avoir vraiment cette colline retravaillée par les éléments naturels. Alors vous voyez, dès qu'on est en noir et blanc, on est tout de suite un petit peu dans l'abstraction. On se rapproche un peu plus d'images traditionnelles de l'architecture industrielle ici. Voilà, je ne vais pas commenter toutes les images parce que il est temps. Mais avec effectivement la richesse de la matière au sol, je me suis assez rapidement aperçu que le sol aussi était assez coloré et assez imprégné de cette pigmentation. Donc, en étant sur cette colline, j'ai décidé de regarder un petit peu en contrebas et assez intrigué d'aller voir ce qui se passait dans la vallée jusqu'à la station ferroviaire. Je suis donc descendu dans un parcours et c'est assez intéressant, notamment cette série de logements assez banale, mais cette barre de maisons parfaitement implantées dans le fond de vallée sur la colline et fonctionnait tout à fait dans sa colorimétrie en adéquation avec
Donc bien sûr, il faut l'exploiter, ce territoire, mais il faut surtout aussi continuer à habiter dans le lieu, habiter ou ne plus habiter comme ici, parce que vous l'avez remarqué, bien sûr, il y a beaucoup de ruines qui sont souvent dans des situations exceptionnelles, mais qui étaient là pour loger une grande partie des ouvriers. Donc vous voyez que voilà, donc nous sommes actuellement là-haut, bien sûr, et cette photographie, voilà, elle s'attache un petit peu à regarder comment aussi la végétation est en train de reconstruire son territoire, en train peut-être de recoloniser un petit peu le territoire, et on a l'impression que l'architecture va complètement disparaître un petit peu dans ce paysage. Voilà, alors vous allez me dire que la matière, toujours ces photos un peu à la tombée du jour, hein, c'est là que c'est très intéressant parce que les sols deviennent très lumineux, donc toutes les matières de sol, vous voyez que j'essaie toujours de réduire au maximum les ciels qui ont peu d'informations, mais d'avoir vraiment dans la lecture de l'image une part importante pour cette matière. Alors, vous avez déjà vu quelques-unes des images qui ont été publiées récemment. Et un endroit qui m'a particulièrement intéressé, c'est donc la station, la ferroviaire, dans la partie basse de cette colline. Alors, vous voyez que le paysage, bien sûr, a continué d'évoluer, puisque les réseaux doivent continuer à traverser le territoire et à s'inclure vraiment dans ce paysage. Donc, il y a vraiment l'idée de rechercher les liens et surtout la force de ces infrastructures qui traversent tout le territoire. Et cette façade devient presque, cette façade murée devient presque un tableau. Ici, dans cette matière, bon, c'est surtout a priori structurel, mais alors je pense qu'on doit pouvoir trouver beaucoup d'images d'archives. On avait évoqué l'idée de reconduire un petit peu des points de vue, mais c'est assez intéressant d'observer dans le temps la progression naturelle un petit peu du paysage. À nouveau, une image noir et blanc. Ici, pourquoi le noir et blanc? Je vous disais que le noir et blanc permettait d'apporter un peu de la dématérialisation, mais ce que j'avais trouvé très intéressant aussi, c'était les poutrelles métalliques, donc signe de l'industrialisation un petit peu de la construction, qui donne aussi, qui deviennent un projet en soi avec cet effet de lumière intérieure créée par ces poutrelles. Donc cette zone-là est particulièrement riche bon, je ne sais pas si vous avez pu visiter cet endroit en volumétrie, en situation, en paysage, en attente et avec des espaces intérieurs aussi de très grande qualité. Vous voyez qu'on on est toujours dans le contexte, hein, on est toujours à l'intérieur d'un paysage et on a toujours la vision arrière d'une relation avec une autre construction, une autre partie du territoire. On comprend dans cette photographie-là comment le réseau était constitué véritablement dans un ensemble du territoire et pas simplement avec des interventions ponctuelles. Alors, ça crée bien sûr des architectures absolument incroyables et des volumétries qui, s'ils les avaient vues, auraient sans doute inspiré aussi Corbusier dans ses projets.
cette industrialisation qui était aussi urbaine. Dans la partie supérieure, bien sûr, d'Ecclésiaste, avec la partie iconique. Et j'ai essayé un soir aussi d'aller donner une vision des territoires un petit peu plus large, d'aller dans la partie supérieure de la ville. Et j'ai beaucoup aimé ce point de vue, et surtout si vous centralisez un petit peu l'image sur cette partie-là, je trouve qu'à elle seule, elle exprime beaucoup de choses avec la manière dont l'habitat s'installe dans la colline, la manière dont le végétal traverse vraiment tout le territoire, comment cet arbre émerge et comment cette cheminée est là pour donner un stigmate de l'activité industrielle un peu à cet endroit. Donc vous voyez que c'est vraiment du temps d'observation et une manière de dire, finalement, en regardant ces images, on peut tirer beaucoup de leçons sur les rapports, sur la construction, sur l'ordonnance un petit peu des choses et sur l'aspect global du plan. Alors, pour finir, quelques images quand même iconiques de ces lieux. Il n'y a pas de petite intervention. Ce qui est intéressant, c'est quand même vous connaissez cet endroit, le bord de l'eau, le bord de mer, la moindre petite digue, le moindre petit escalier, elle prend sa place de manière très très organique ici, mais très bien située dans le paysage. Alors, une vision iconique aussi que vous connaissez bien. Voilà, c'est aussi, vous voyez, dans une lumière très très douce de fin d'après-midi, ce qui fait qu'on a beaucoup de matière sur les sols, ce qui fait que la matière de la roche est vraiment très 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 importante ici. Une petite parenthèse pour la ville que l'on a visitée ensemble pour terminer de Cartogiana. Et Cartogiana, c'est là aussi beaucoup de rationalisme un petit peu dans le plan de cette ville, mais ce qui m'a vraiment intéressé ici, c'était les espaces intérieurs et comment les espaces extérieurs devenaient des espaces intérieurs à la ville très très bien situés et très bien organisés. Par exemple, là, on est dans une proportion parfaite, dans une lecture d'intérieur-extérieur, d'un lieu qui pourrait être une petite place. Et cette situation, ce point de vue, cette situation visuelle me faisait véritablement penser à l'artiste de Chérico, enfin dans ses points de vue urbains, et j'ai essayé de retrouver une petite correspondance après avec cette image, avec un de ses tableaux. Donc ce qui m'a permis de faire un petit peu cette comparaison-là, mais où vous êtes à la fois vous voyez, dans la composition, dans la lecture même de ce territoire, on se focalise véritablement sur l'espace intérieur, et l'espace est tenu, donc ça pose la question des limites d'un espace public, comment on définit un espace public, comment on peut se sentir véritablement à l'intérieur d'une place, pas dans un territoire qui nous échappe, mais vraiment de l'explorer aussi et de le révéler par la lumière qui s'attarde bien sûr sur ces volumétries très très épurées. Alors, de Chérico, il a aussi résidé à Paris, il a rencontré des photographes, dont Man Ray, qui a repris ce tableau et qui a essayé aussi d'en faire puisqu'il adorait travailler sur la qualité de la lumière, de décomposer, de l'inverser un petit peu en négatif pour essayer d'en comprendre un peu mieux la volumétrie. Voilà, alors on a parlé de la manière de représenter ce paysage. On pourrait parler aussi de la mémoire d'un paysage, ce qui fait qu'avec cette évolution, on décide à un moment donné de marquer un territoire et d'en faire un symbole. C'est ce qu'a fait un artiste que vous connaissez aussi sur notre île italienne. Ah oui,
présentation parce qu'elle symbolise pour moi vraiment ce qui m'intéresse en photographie. Je vous parlais tout à l'heure de la relation dont l'homme a son territoire et qu'un simple paysage naturel ne m'intéressait pas, mais c'est très difficile de trouver un paysage vierge. Il a toujours une trace d'urbanisation, une route, ou un câblage électrique, qui marque une limite, et c'est vraiment ce qui m'a choqué, ce qui m'a vraiment intéressé ici dans ce territoire qui a été façonné, construit vers l'homme, vers l'idée d'une exploitation de ce même territoire. Alors je vous parlais du paysage de mémoire, c'est le suivant. Il est là, vous le connaissez, il est en Sicile, c'est la fameuse Creto di Buri de la Ghibellina, qui a été réalisée par l'artiste Buri et qui, vous le savez sans doute, pétrifie les traces de ce village qui avait été détruit par un tremblement de terre. D'ailleurs, j'ai pu visiter aussi la Ghibellina Nova, qui n'est pas très très loin, mais ce qui m'a plus intéressé, c'est ce qui se trouve un petit peu entre les deux. C'est un cimetière qui se trouve à Ghibellina et qui fait l'objet qui devient un petit peu un espace public, de socialisation. Il y a toujours beaucoup de monde qui fait un petit peu l'interface entre ces deux villages. Voilà, et j'aimerais peut-être terminer cette présentation, parce que là vous voyez quelque chose d'assez dématérialisé aussi, en posant la question de la place de l'homme un petit peu dans ce paysage par rapport à son mode de fonctionnement, par rapport à son mode d'utilisation. Et c'est une manière pour moi de rendre hommage à un photographe que j'aime beaucoup, que j'ai pu rencontrer et qui nous a quittés cette année et qui a travaillé aussi sur les mines, puisqu'il s'agit de Sébastien Salgado, qui a travaillé sur les mines d'or au Brésil avec cette image assez terrible faite il y a une trentaine d'années sur l'exploitation des mines au Brésil, mais qui a créé aussi une grande fondation pour s'occuper justement du territoire et du paysage brésilien. Voilà, donc vous l'avez compris, si je peux reprendre un petit peu une citation d'Augustin Berg pour finir, qui dit que le paysage n'est jamais, vous voyez, n'est jamais une simple donnée physique, mais une représentation médiatrice entre l'homme et le monde. Voilà, je vous remercie, j'ai terminé. Grazie Jean-Michel. Se c'è qualche passaggio magari che non ho letto tutto, magari possiamo aspettare. Mi sembra che questa conferenza ci siano queste tre parti molto, molto interessanti. La prima, no, su Chandigarh, la seconda che introduce un suo progetto che conosco molto bene, potremmo tornare anche su quel progetto, interessante perché contiene un ragionamento sullo sguardo ci hai introdotto dei giardini antichi, ma sul tipo architettonico, sullo scalo, eccetera, eccetera. E poi, ecco, Jean-Michel 2 anni fa ha realizzato un lavoro fotografico molto sviluppato in queste zone. Stiamo pensando di pubblicarli, adesso siamo in preparazione di pubblicazione, ma avete visto come lo sguardo orientato a emergere davvero degli oggetti, delle situazioni che forse distrattamente noi perdiamo, no? Vediamo l'unità, vediamo il complesso, però che è una parte di questo paesaggio. Ma ci sono dei dettagli particolari che davvero possono offrirci spunti importanti perché spogliati dalla loro funzione originaria si rappresentano come forme pure di architettura, no? E questo è davvero un'immagine di
suolo, nel senso che c'è sicuramente una condizione originaria che è data dalla geomorfologia e anche diciamo, dei semi dei fiumi, dell'acqua, della presenza dell'acqua, del lago, dei fiumi. E quindi l'impianto delle città si costruisce molto in riferimento alla struttura della geomorfologia, alle giaciture, anche proprio le partiture, diciamo, derivano. E poi c'è questa idea straordinaria, no, delle 7V, e quindi adesso non so quale sia la condizione di adesso, perché come diceva prima, è una struttura che si propone come ordinatrice di una vita in divenire. In questo senso è anche molto potente, non c'è un impianto e credo che ancora, diciamo, i grandi isolati, no? Si stiano ancora costruendo, e anche secondo delle modalità differenti. Comunque insomma c'è questa idea bellissima della natura che attraversa nel senso longitudinale, quindi ribadendo il percorso del fiume, ribadendo l'orografia, però stando all'interno degli edifici. E va bene, tutto questo è stato detto tante volte ed è comunque straordinariamente interessante. Però, avendo visitato quest'estate all'inizio, diciamo, il museo di Costantino Nivola, e ho potuto vedere il sandcasting, cioè quindi diciamo queste sculture costruite nella sabbia, e tra l'altro chi ha insegnato Le Corbusier, diciamo la tecnica del sandcasting, è stato appunto Costantino Nivola, perché lo ospitava ogni volta che Le Corbusier andava nelle Americhe, passava negli Stati Uniti per stare alcuni giorni, credo a Long Island, diciamo, a Long Island, no? Dove aveva appunto la casa. E questa, diciamo, maniera anche dolce, diciamo così, di modellare il suolo, nella parte del Campidoglio, diciamo, si confronta con invece, vedi, quest'altra, no? Che è quella stereotomica, le rampe, gli scavi, governati invece da una geometria, diciamo, cartesiana. E quindi è un sistema molto ricco che costruisce questo grande spazio che io purtroppo non ho visto, diceva Marco prima, veramente vorrei andare a vedere. Cioè c'è una dimensione dilatata, no, dello spazio. Ovviamente ci sono sì le montagne sul fondo, poi c'è la tensione tra gli edifici, la loro disposizione, e poi c'è questa scrittura di suolo, ripeto di nuovo, si produce secondo due registri. È un registro che è appunto governato da una geometria, quella che modella le rampe, che costruisce i piani inclinati per salire ma anche per scendere, non che costruisce questo suolo come questo bassorilievo, no? E poi c'è un'altra scrittura che è quella diciamo, delle modellazioni, queste colline dolci. Adesso in questa parte non saprei ricostruire se la presenza, diciamo, di quella vegetazione che sta su quel fondo corrisponde, però vabbè, mi sembra un tema interessante da indagare. Sì, questo adesso non so, è poco indagato. Diciamo, noi abbiamo studiato i rapporti, il dispositivo delle tensioni, posizionale, le geometrie ordinatrici, e però questa dialettica che è forte, quindi tutte queste sale, e poi invece non ha. Vabbè, poi ovviamente le immagini della Torre delle Leone, diciamo adesso, però quella è un'altra cosa ancora. Però un'altra cosa, anche quella lì, quello è veramente un dispositivo costruito
rappresentare il tempo che passa nella giornata, ma il tempo che passa nella giornata, l'aria, diciamo, che attraversa questo spazio, la luce sempre diversa. È impressionante questa capacità di Le Corbusier di mettere in rappresentazione il tempo in tutti i sensi, la luce più forte, meno forte, le nuvole, l'aria con i diversi gradi di umidità, e ovviamente, diciamo così, poi proprio la giornata, no? Il sorgere del sole, il tramontare, e con un'architettura che poi sta assolutamente... Sì, anche le fotografie che fate vedere sono belle, sia quella del... Mi capisco anche la legge di un lavoro in casa attraverso l'ha messa sopra, no? Con la luce di grandi potenze. Sì, ma la cosa bella di questo, io ho visto delle fotografie, questo mio amico gli è andato, poi chiudo su questo, dove le persone che sono all'interno non fanno niente, e questo è straordinario. Cioè uno sta lì, ma sono persone ordinarie, hanno atteggiamenti ordinari, diciamo, quotidiani, e stanno lì a contemplare, sì, esatto. Je vais revenir sur la tour de Londres, juste un petit détail sur le plan là, parce que je vous ai montré quelques activités qui se créaient dans les espaces publics, mais ça se développe véritablement beaucoup, et les gens commencent à parler d'un urbanisme du quotidien. Et à Chandigarh, c'est possible parce qu'il y a de l'espace. Donc il y a des villages, des situations qui s'organisent, on a l'impression qu'ils étaient prévus alors qu'ils n'étaient pas prévus. Et ils viennent ajuster véritablement le plan. Et autre anecdote aussi, par exemple, ici dans ce secteur, je ne sais pas si vous voyez, ce secteur sud-là, quand on a construit Chandigarh, c'était les paysans qui construisaient la ville, les gens de la région qui travaillaient là, qui se sont organisés, qui ont construit leur propre village à distance de Chandigarh, mais eux-mêmes ne savaient pas qu'ils étaient à l'avenir, qu'ils allaient être insérés dans le plan de Chandigarh. Et Pierre Jeanneret et Corbu ont parlé de un peu un slum, un peu un bidonville, un village construit de manière très très vernaculaire. Ils ont dit, mais stop, on ne bouge pas, on va l'intégrer dans notre plan. C'est pour ça qu'il y a cette petite particularité ici qui est assez intéressante à visiter aussi, qui est une espèce de favela indienne au milieu du plan Chandigarh, mais qui a été maintenue. Je ne sais pas si ça tu peux le... Sì, di un elemento di azione, Sì, ma che contiene anche anche l'esistente. vabbè, però io, diciamo, Le Corbusier questo è grande, è straordinario, no? L'immagine bellissima dell'edificio di Algeri potente, sì, ma la cosa più bella è che in quell'ordine c'è di tutto, ci sono anche le teste del geometra. È bello. Quand la tour de Londres, c'est utilisé très simplement pour un garage pour des bicyclettes. Et des militaires qui travaillent sur cette zone-là, qui viennent prendre le thé, garer leur bicyclette, c'est une folie contemporaine, mais un moment magique. C'est le dernier bâtiment construit sur la place du Capitole parce qu'il n'avait aucune fonction théorique à part démontrer le principe du pré-soleil. Mais c'est aussi avec la main ouverte un bâtiment iconique du Capitole. Il y a un livre, tu le connais, le livre sur la tour de Londres avec toutes les esquisses. Et avant de trouver effectivement toutes les angles, les orientations, il y a beaucoup de maquettes. Et moi j'ai eu la chance, lors du premier voyage, d'être accueilli par le chief architecte. Je lui ai demandé s'il avait un musée des archives. Il m'a donné une clé, il m'a dit oui, en bas du bâtiment, on a un musée. Et je suis rentré dans une salle où j'étais seul, avec des dessins originaux de Corbusier,
maquettes entassées les unes sur les autres. Et il y avait une dizaine de maquettes de la tour des Ombres comme ça, avec des variantes